Merci beaucoup. Bonjour à tous, enchantée. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez pendant la présentation ou à la fin. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui qu'on échange un petit peu, que je vous donne une idée de ce nouveau régime qui existe depuis le 1er janvier 2025. Donc moi, en me présentant, en commençant par ça, je suis Virginia Moreira, responsable de l'équipe de gestion client chez Jungle. Je vais vous expliquer un petit peu avant de commencer qui est Jungle. Donc, Jungle, c'est un cabinet comptable qui accompagne surtout les sociétés francophones, puisqu'on fait partie de la Team France Export au Portugal. Mais d'une façon générale, on accompagne toutes les sociétés qui sont installées au Portugal. Donc, on a des services qui peuvent garantir la comptabilité, la fiscalité, le payroll des salariés des sociétés qui sont au Portugal et on est en mesure de vous conseiller. Donc, c'est un petit peu dans ce sens qu'on est ensemble aujourd'hui pour expliquer un des régimes qui est intéressant pour des étrangers qui souhaitent déménager au Portugal. Et je vais toucher à 2, 3 régimes qui existent également au cas où vous n'êtes pas éligible à l'EFICI, avoir la notion qu'il y a d'autres possibilités. Ce qui est important, c'est de bien préparer les déménagements et bien vous informer pour être sûr de faire les meilleurs choix et d'avoir le meilleur régime fiscal, en tout cas celui qui correspond à votre condition. Donc, l'objectif, je ne sais pas si vous voyez également là, vos images, ça cache un peu ma présentation. On voit, hein, Virginia, ne t'inquiète pas, on voit L'objectif, très c'est de bien parler de l'écran. Google, de l'IFICI et donc, comme je disais, des autres régimes. De quoi, Rachel, dis-moi? Donc, je te disais qu'on voit bien la présentation, ne t'inquiète pas. Ok, très bien, parfait. Donc, chez Jungle, on fait, comme je vous disais, l'accompagnement comptable, fiscal et payroll. On a une organisation particulière puisque, au-delà d'un cabinet comptable simple, on a une équipe dédiée à l'accompagnement de clients, puisque les dirigeants ont besoin de beaucoup plus que de garantir les obligations comptables et fiscales. Donc, pour qu'ils puissent avoir cette analyse, cet accompagnement, qu'on voit ensemble les objectifs du dirigeant ou du gérant, surtout lui expliquer les codes et le fonctionnement au Portugal. C'est important pour prendre des décisions et pour gérer les sociétés, d'être bien accompagné et pas tout simplement être sûr que les obligations sont tenues. Donc, on a vraiment cette équipe qui est dédiée à ça. Puis les équipes donc comptables, fiscales et de payroll qui gèrent tout ce qui est technique et toutes les obligations des sociétés. On a actuellement 5 ans d'existence déjà, 23 collaborateurs, plus de 350 clients de sociétés, au-delà de beaucoup de particuliers qu'on accompagne également, puisque les sociétés sont composées par des personnes qui ont des besoins particuliers également, au-delà des besoins pour les sociétés. Donc, on a 2 fiscalistes qui sont en mesure de faire cet accompagnement également, autant pour les IRIS comme les demandes de NIF ou tout type de besoins liés aux autorités portugaises locales. Donc, relativement à l'IFICI, je ne sais pas si c'est complètement du nouveau, si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça, ou en tout cas de l'ancien RNH. Je pense que le RNH, vous êtes plus familiarisé par ce terme, c'était le régime des résidents non habituels. Et donc là, on appelle à l'IFICI le RNH 2.0. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle version qui a d'autres conditions, mais à la fin, les avantages sont similaires. Donc, quelles sont les conditions d'accès? Les conditions d'accès, c'est bien sûr donc c'est pour les personnes, c'est pas pour les sociétés. Ce régime, il est vraiment dédié, c'est des avantages fiscaux personnels sur l'IRIS. C'est pour les personnes qui n'ont pas été résidentes au Portugal au cours des 5 années précédentes. Donc, indépendamment d'où vous avez habité, le critère, c'est que l'adresse n'ait pas été au Portugal et donc que vous devenez résident sur le territoire portugais entre-temps. Et bien sûr, au-delà de ça, de simplement déménager, c'est de travailler dans des activités qui sont considérées de valeur ajoutée pour le gouvernement. Donc, quelles sont ces activités? Les anciens RNH étaient très tournés vers les professions. Actuellement, la logique, c'est il faut avoir une profession particulière et dans un secteur d'activité qui soit en besoin. Donc, par exemple, au Portugal, il y a énormément de besoins dans l'industrie extractive. Il faut donc travailler dans une société qui soit dans un secteur particulier. Il y a toute une liste qui a été divulguée par le gouvernement. Là, je vous donne les gros noms, on va dire, mais dans les titres et les secteurs d'activité, il y a plusieurs petits détails. Quand on constitue les sociétés, qu'on a besoin de savoir quelle est la classification économique réelle qu'on a besoin, on a la notion. Donc, par exemple, quelqu'un qui déménage au Portugal, qui va travailler dans l'IT, dans le conseil, éducation, dans la santé ou dans l'industrie, par exemple. Si la personne va travailler dans ce secteur-là pour une société portugaise et donc, comme fonction exerce la fonction directeur général ou alors professeur,
spécialistes en finance. Donc, c'est vraiment les professions qui sont considérées des besoins pour le Portugal et donc à valeur ajoutée. Et c'est pour ça que le gouvernement, pour les personnes qui aient ce type de fonction dans les secteurs d'activité, ça paraît très restreint, mais non, je vous rassure, il y a vraiment beaucoup de listes, puisqu'il y a énormément de besoins de professionnels qualifiés actuellement au Portugal. Donc, c'est pas si difficile que ça de passer dans les cases. Et les avantages sont donc de avoir un taux maximum de 20% en termes d'impôt sur le revenu du travail salarié, donc bien sûr du travail que vous développez dans ce secteur-là et dans ce poste. Si vous avez plusieurs types de revenus, le régime s'applique seulement sur ce type de travail. Et donc, maximum 20% sur ces revenus-là. Et en plus, une exonération des revenus de sources étrangères, sauf les pensions. Donc, ça change complètement la problématique antérieure parce que les anciens RNH, le premier était très tourné vers tout type d'expat, inclus les retraités. Le deuxième était plutôt vers la tech, l'IT, tout ce qui était les nomades digitaux. Mais à la fin, c'est des personnes qui se déplaçaient vers le Portugal, mais qui ramenaient pas de valeur ajoutée, ouvraient pas de poste de travail, ne se fixaient pas nécessairement. Donc maintenant, ce nouveau régime est un petit peu plus adapté puisqu'il faut travailler pour une société portugaise dans un de ces secteurs-là. Donc vraiment rester sur place. Et ce régime est applicable pour tous les revenus de la personne à partir du moment où elle les touche pendant 10 ans. Ça veut dire que donc les 10 ans qui suivent au déménagement, si vous êtes éligible à ce régime, vous avez ces avantages de payer maximum 20% sur les revenus du travail salarié et de ne pas payer d'impôts sur vos revenus de source étrangère, sauf bien sûr les pensions comme je disais. Le régime n'est pas automatique, donc il ne suffit pas de déménager et de changer votre adresse. Il faut faire la demande aux finances. Et en faisant la demande, bien sûr, que les finances sollicitent de prouver que vous avez un contrat de travail dans une société qui est éligible. Donc, il faut s'inscrire, changer l'adresse et la demande du régime. À partir du moment où vous faites la demande et qu'il est accepté, il n'est plus renouvelable, il n'y a plus besoin de valider quoi que ce soit. Pendant les 10 ans qui suivent, il est applicable à vos revenus. Et c'est annuellement, quand vous faites votre déclaration d'IRS, qu'il faudra donc cocher les bonnes cases pour dire que le taux d'impôt à payer doit correspondre à l'IFICI et non au régime normal. Donc, quand je parle de régime normal, pour la plupart d'entre vous, je ne sais pas si vous habitez déjà au Portugal, si vous êtes à l'étranger, peut-être que ça ne vous dit rien. Est-ce que 20% c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Donc, je vous ramène un petit tableau résumé pour vous donner la notion de qu'est-ce qui existe à date et même avec le premier RNH, comme je vous disais. Donc, le normal au Portugal et la règle, c'est que les impôts soient de 14 à 48% sur les personnes singulières, sur les salaires. Donc, quelqu'un qui n'a aucun avantage fiscal déménage au Portugal, indépendamment de sa profession, de ce qu'il fait, il y a combien de temps il travaille, il payera de 14 à 48%, en dépendant de combien il reçoit de salaire, bien sûr, et de son foyer fiscal. Donc, les grilles sont définies au Portugal, en dépendant de si vous êtes marié, célibataire, combien de dépendants vous avez. Et donc, en dépendant de cela, annuellement, lors de la déclaration de revenus, au-delà de toutes les retenues à la source qui ont été faites pendant l'année sur le salaire, vous comprenez, vous découvrez quel est le taux effectif appliqué à vos revenus et donc où vous êtes remboursé des impôts que vous avez payés pendant l'année, ou vous payez la différence qui correspond toujours normalement entre 14 et 48% des salaires. Alors que, comme je vous disais, sur les régimes comme le IFICI, sur le salaire, ça va maximum à 20%. Quelqu'un qui gagne moins de 2 000 euros par mois, par exemple, il ne paye même pas 20, puisqu'il n'atteint pas le montant suffisant pour atteindre les 20% d'IRS. Quand on parle de dividendes, par exemple, c'est autre chose, parce que dividendes, c'est des revenus qui proviennent donc d'une société, de vos bénéfices d'une société, et donc c'est appliqué d'une façon différente. Le régime fiscal peut être appliqué lors de votre IRS annuel, mais quand vous récupérez les dividendes, il y a toujours un taux fixe de 28% qui s'applique, et donc là, indépendamment du régime fiscal que vous avez, parce que c'est un taux fixe. Pour les retraites, les anciens RNH payaient 10%. L'IFICI n'est pas considéré, donc les retraités ne sont pas pris en compte dans l'IFICI et ils sont sur le régime normal, comme toutes les personnes qui habitent au Portugal, qui est pour des revenus donc autres, sans avantages fiscaux, ça va de 14 à 48%. Pour les loyers, les Portugais payent 25 à 28% en dépendant d'à quoi se destine la location. Si vous louez à quelqu'un pour une résidence principale, c'est 25. Si c'est un bureau, par exemple, c'est les 28.
Mais donc, en dépendant de la durée du contrat, ça peut baisser. Tous les montants que je vous fixe ici, les pourcentages sont, on va dire, le pire scénario. C'est le montant maximum à payer. Dans certains cas, par exemple, si vous faites un contrat de location pour que quelqu'un y habite, donc comme résidence principale, pour 6 ans, par exemple, donc à partir de 5, automatiquement, ce montant de 25 passe à 15. L'idée du gouvernement, c'est de motiver à avoir des contrats de longue durée pour la stabilité également de l'immobilier au Portugal et de la vie des gens, des habitants. Relativement au IFICI, comme vous voyez, donc il ne s'applique pas sur les loyers, c'est vraiment que sur les salaires. Et si vous avez des loyers de l'étranger, bien sûr que c'est à zéro au Portugal. Par contre, les loyers sont toujours payés dans le pays où les biens existent. C'est-à-dire que quelqu'un qui déménage au Portugal, mais qui laisse sa maison, par exemple, en location en France, il paiera quand même les impôts en France sur le montant perçu de cette location. Dans le cas, donc imaginons un revenu qui n'est pas prévu ici, ce qu'il faut faire, et ce sur quoi je vous rassure, c'est qu'il y a des conventions qui existent entre les pays, la plupart des pays du monde, mais surtout si on parle de l'Union européenne, entre le Portugal et la France, aucun doute, il y a une convention qui existe, qui dit exactement où est-ce que vous payez les impôts. Et donc, ça veut dire que cette convention évite la double imposition. Des fois, on a des clients qui disent, ah, j'ai tout fait comme il faut, j'ai payé mes impôts en France, au Portugal. Mais en fait, si vous faites des déclarations de revenus isolées, des deux côtés. Il n'y a pas d'intégration et vous n'appliquez pas les conventions. Donc, vous pouvez vous retrouver sans vouloir et par erreur à payer les impôts 2 fois sur les mêmes sommes. Donc, il faut toujours bien vous informer. La règle, normalement, c'est déclarer vos revenus dans le pays où vous êtes vraiment résident fiscaux, puisque c'est ce pays qui a le droit de vous imposer. Mais s'il y a une particularité via la convention, vous ne payerez jamais 2 fois des impôts, ou vous payez que d'un côté, ou alors si vous avez payé, imaginons en France quelque chose, ce que vous avez payé en France sera déclaré comme crédit d'impôt au Portugal. Donc, il n'y aura pas de double imposition. Au-delà de ces régimes, il y a également donc, d'autres régimes spéciaux qui existent. Dans le cas de quelqu'un qui vient s'installer au Portugal, il y a par exemple le programme Regressar. Regressar, ça veut dire revenir. Donc, il existe surtout pour les anciens résidents portugais. Et attention, je dis bien résidents, c'est pas pour les Portugais. Ça peut être quelqu'un d'une autre nationalité qui a déjà vécu au Portugal, qui est parti et qui revient. Donc, ce régime, il permet quoi? Imaginons que vous êtes éligible à l'IFICI, mais celui-ci vous permet d'être exonéré sur 50% de vos revenus de payer des impôts pendant 5 ans. Donc, l'idée, c'est d'encourager un petit peu au retour au Portugal, surtout pour les générations qui sont parties en 2012. Il y a eu beaucoup d'infirmiers, il y a eu beaucoup de main-d'œuvre jeunes, des jeunes talents qui sont partis aux États-Unis, en Angleterre ou autres. Et donc, le gouvernement, avec ce type de mesure, il veut faire revenir les personnes en leur disant, attention, si vous revenez, vous n'avez pas une charge fiscale si importante. Donc, les conditions sont effectivement de ne pas avoir résidé au Portugal pendant les 5 dernières années. Et l'exonération s'applique jusqu'à un limite maximale de revenus annuels de 250 000 euros par an, bien sûr, puisque l'idée, c'est de ramener de la main-d'œuvre, des personnes qui viennent toucher des salaires peut-être moins importants qu'à l'extérieur et donc ne pas leur mettre autant de charges fiscales pour qu'ils puissent net récupérer un petit peu plus d'argent et avoir une autre qualité de vie. À partir des 250 000 euros par an, c'est considéré que c'est un autre type euh, de retour, on va dire, et que c'est quelqu'un qui a les conditions de s'installer au Portugal et de vivre tranquillement. Donc, les personnes ne sont pas éligibles à ce type de programme. Au-delà de ça, il y a également, donc tout récemment, depuis le 1er janvier de cette année, l'IRS jeune. Il y avait déjà un ancien IRS jeune, mais celui-ci est un petit peu plus généreux, on va dire, puisque ça a élargi les éligibles jusqu'aux 35 ans, alors qu'avant l'IRS jeune, c'était jusqu'aux 30. Donc ici, l'idée est pour être éligible et avoir les conditions, c'est avoir moins de 35 ans et être dans les 10 premières années de cotisation au Portugal. Bien sûr, ne pas être dans le foyer fiscal des parents, puisque l'idée, c'est d'aider les jeunes à être autonomes plus tôt. Et donc, quel est l'avantage de ce régime? C'est que pendant les 10 années de cotisation, au lieu de payer sur la totalité des impôts, il y a des exonérations partielles. Donc, pour des jeunes qui gagnent jusqu'à 28 737 euros par an, la première année, exonération totale, donc zéro d'IRS à payer, zéro d'impôt sur le revenu de personnes singulières. De la deuxième à la quatrième année, il y a une exonération de 75% de vos revenus. Donc, seuls 25 sont pris en compte et déclarés sur l'IRS. Et donc, vous payerez sur ces 25% au taux applicable sur la grille d'IRS. De la cinquième à la septième année, exonération de 50% des revenus. Et de la huitième à la dixième, exonération de 25%. Donc, en réalité,
quelqu'un qui soit éligible à profiter de ce régime pendant les 10 ans, c'est seulement à partir de la 11e année qu'il va payer des impôts en totalité sur les sommes qu'il perçoit. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, entre les 14 et les 48%. Jusqu'à ça, jusqu'à atteindre ou les 35 ans ou la 10e année de cotisation, il peut profiter de ce régime qui en réalité est plus avantageux que autant le regrossal et dans certains cas que le RNH et l'IFICI, puisque l'IFICI, il est avantageux pour peut-être des revenus plus élevés, des sommes plus représentatives. Ici, jusqu'à ce type de somme, il se retrouve à payer moins d'impôts, alors que via l'IFICI, vous payez 20%. Et ici, ça peut représenter beaucoup moins en termes d'IRS, en dépendant de combien on parle, du foyer fiscal, bien sûr, si la personne a des dépendants ou pas. Mais c'est un régime plutôt avantageux. Voilà, donc je vous ai résumé un petit peu les régimes qui existent actuellement, le général, l'IRS jeune, Ourobsal et l'IFICI. Est-ce que vous avez des questions ou des doutes spécifiques sur le sujet? Jean-Luc, vous avez une question ou vous connaissez déjà ce régime? Il faut activer le Oui, micro en oui, bas oui, à non, non, c'est bon, gauche. c'est bon. Non, je connaissais pas ce régime, c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui. Je connaissais que le statut RNH. Alors, j'envisage de créer une structure. Je n'ai pas réussi dans le passé, donc, à rentrer dans le statut RNH. Je n'étais pas prêt, si vous voulez, pour y accéder. Ma structure future sera en Estonie, je souhaite effectivement percevoir mes revenus donc au Portugal en tant qu'expatrié. J'ai vu que les dividendes étaient égales à zéro, mais je pense que les dividendes seront payés en Estonie. Voilà, non, mais j'ai pas de questions particulières, mais enfin voilà, très en quelques mots, on va dire mon schéma pour avancer vers une expatriation. Non, non, je suis très content de connaître ce nouveau régime, hein. Je ne le connaissais pas, pour répondre à votre question. Voilà. Ok, 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 très bien. Jean-Luc. Merci Si vous Jean-Luc. avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter après ou à analyser le cas particulier de votre société. Mais Oui, effectivement, de ce que vous me dites, à partir du moment où vous constituez la société au Portugal et que vous avez un contrat de travail, si c'est dans un de ces secteurs-là, en changeant l'adresse, vous serez éligible au régime et donc les revenus perçus de l'Estonie seront déclarés localement, mais vous serez exonéré de payer des impôts si vous les payez déjà là-bas. c'est ça. J'ai bien compris. Merci beaucoup. Mélodie, Et est-ce que... alors, il y a Michael qui a une question. Michael, allez-y, posez-la s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour Michael. On se connaît déjà, mais du coup, j'avais des questions qui sont venues après coup. Ouais, donc la première question, c'était ça, c'était le fait d'ouvrir la LDA dans ce type de secteur, mais tout en ayant forcément pour l'instant que des clients étrangers et pas de fournisseurs portugais. Est-ce que ça nous assure l'éligibilité au régime? Voilà, c'était ça la question, c'est un peu, ça a été répondu juste avant. Mais je me demande comment le Portugal va tous les ans évaluer ce que j'apporte au pays. Voilà, est-ce qu'il s'attend à ce que je travaille avec des fournisseurs dans le coin, etc., quoi. C'était Non, ça il ma n'y a pas première question. d'obligation de travailler localement. D'ailleurs, une des premières mesures qui avait été mise en avant pour ce régime, c'était effectivement un des critères, c'était exporter 50% des revenus de la société, puisque c'était une façon pour le Portugal de récupérer aussi de l'argent de l'extérieur. Donc, il n'y a pas ce critère du devoir travailler avec le Portugal, devoir travailler avec la France ou autre. Les critères qui existent, c'est la société doit être créée au Portugal. Donc, en étant réaliste, l'État gagne toujours. Pourquoi? Vous allez payer l'impôt sur le revenu de la société au Portugal. Vous allez constituer la société au Portugal, l'enregistrement également. Si vous percevez des salaires, vous paierez la sécurité sociale et alors au maximum les 20%. Donc pour l'État, à partir du moment où vous maintenez résident au Portugal et vous avez ici la société, ils sont toujours gagnants. L'objectif de tout ça, c'est vraiment de ramener de la main-d'œuvre qualifiée, d'ouvrir des sociétés, d'ouvrir des postes d'emploi. Il n'y a pas ce critère de travailler avec des partenaires locaux. Il faut juste maintenir l'adresse et faire vos déclarations d'IRS pendant les 10 ans au Portugal. Ok, très bien. Même si j'emploie pas forcément un portugais dans les premières années, ils vont pas trop être, ils vont pas m'attendre au tournant, quoi. Parce qu'en réalité, ce régime, il n'est pas fait normalement pour créer des sociétés. Il est fait pour Oui. embaucher des salariés qui travaillent dans ces secteurs-là. Donc, les Mm. sociétés existent déjà au Portugal et le pays est gagnant puisqu'ils ont des difficultés à recruter.
ils vont ramener de la main-d'œuvre qui n'existait pas au Portugal et des personnes qui vont également, au-delà du talent, ramener de l'argent. Si en plus, vous êtes un gérant qui va créer la société, qui est dans ces secteurs-là où on a beaucoup besoin dans le pays, le Portugal est toujours gagnant en réalité. Les ressources de contrôle pour vérifier tout ça seraient trop élevées parce que les avantages, ils sont directs. L'impôt de revenu sur les sociétés, il est quand même à 16, même si vous facturez pas beaucoup. Ce que vous déclarez ici, vous paierez des impôts dessus. Toute l'économie qui tourne derrière, vous allez souscrire des services, vous allez vivre sur place. Donc, ce type de programmes sont vraiment faits. L'objectif, c'est de ramener des personnes et bien sûr récupérer des impôts d'une façon ou autre. Ils vous donnent des avantages en termes d'IRS, mais vous allez les payer quand même dans Oui, d'autres cadres de la société. Donc, il y a pas d'accord. besoin d'avoir. Pour le coup. Ok, d'accord. Vous venez de parler des impôts sur les sociétés. J'ai cru voir 17% maximum pour les chiffres d'affaires inférieurs à 50 millions, quelque chose comme ça. J'ai cru voir ça. Où je me trompe ou Jusqu'à on l'année reste. dernière, c'était 17. Maintenant, on est à 16, même cette année. 16 jusqu'à 50 000 euros de bénéfices et 20% à partir des 50 000. Ok, d'accord. Et quand vous dites pas d'imposition sur le revenu étranger, mettons que je crée une limited, une LLC aux États-Unis et que je perçois des revenus, vu que je perçois des revenus de cette société limited. Il n'y a Mhm. pas d'imposition, enfin, c'est des boîtes aux lettres, vous savez, vous êtes pas, c'est des sociétés transparentes. Est-ce que ça rentre dans dans la définition d'un revenu étranger ou est-ce qu'il... Exactement. Oui, Vous ce êtes serait le même. obligé, ouais, vous êtes obligé de le déclarer sur votre déclaration d'IRS annuelle. Donc, tous les revenus perçus mondialement doivent être déclarés quand même au Portugal. Par contre, quelqu'un qui a l'IF ici ne payera pas d'impôt au Portugal sur ces revenus-là. Même si ça vient d'une société transparente fiscalement. Oui. D'accord, ok. Bon, si vous êtes sûr, ok, d'accord, c'est intéressant, ok. C'est La bon, j'ai plus de... transparence fiscale vous impose en revenus, donc en IRS. Vous payerez aux États-Unis quand même, parce que si la société est là-bas, vous êtes obligé de payer quelque chose. Et en déclarant ça au Portugal, vous ne payerez rien. D'accord, il faut quand même qu'ils voient que j'ai payé quelque chose aux États-Unis. Oui. Et Ouais. quelqu'un qui n'est pas, imaginons que vous n'avez pas l'IFICI et vous percevez ce revenu, ce qu'ils feront, c'est activer la convention, comme je le disais tout à l'heure, en déduisant les impôts que vous avez payés aux États-Unis de ce qui a déclaré au Portugal. Et vous déclarez que le revenu net et non la totalité avant impôt. Ok, d'accord, ok. Bon, ok. Merci beaucoup. Alors, De merci, rien. Michael. Et Mélodie, vous aviez une question, allez-y. Oui, je veux bien vous poser quelques questions rapidement, juste par curiosité. Donc, en gros, moi, je suis salariée d'une entreprise française, je travaille à distance, et mon mari, lui, je pense, est éligible puisqu'il travaille, il est dirigeant pour une société dans la technologie et la finance. On est d'accord qu'on peut, en fait, être considéré comme deux entités, c'est-à-dire que moi, j'ai probablement aucun intérêt à postuler à ce statut puisque je serai pas éligible. Par contre, lui peut le faire, même si on est une famille et qu'on est je sais pas, dans le même foyer, entre guillemets, on doit, entre guillemets, faire la démarche séparément. Est-ce que c'est bien le cas? Exactement. C'est un D'accord. avantage fiscal qui est vraiment particulier. Donc, c'est que pour la personne. Il est affecté à la personne et non au foyer. Donc, s'il est éligible, ses revenus à lui seront éligibles à l'IFICI. Donc, maximum sur ses revenus, il paiera les 20%. Par contre, les revenus de Mélodie et tous les autres revenus du foyer seront déclarés normalement sur le régime simplifié portugais. D'accord. Et après, en termes d'étapes, parce qu'on vient d'arriver au Portugal, j'ai entendu parler du NIF. Est-ce qu'il faut qu'on le fasse dès que possible? Il nous faut absolument un NIF pour ensuite que lui puisse faire la demande du statut. Et combien de temps ça prend? Est-ce que c'est rétroactif? Est-ce qu'il faut faire ça en cours d'année? Enfin, je sais pas si c'est très clair. Alors, à partir du moment où vous êtes au Portugal, le NIF, c'est le numéro qui vous identifie auprès des finances. Donc, lui, il est obligatoire. Il faut faire la demande du NIF, autant pour vous comme pour vos enfants, etc. Et c'est plutôt rapide au niveau des finances. Ça peut se faire en ligne, dans une loja do cidadão, ou alors si vous voulez nous solliciter, on peut vous accompagner pour ça. Et dès que vous avez le NIF, les finances vous envoient un mot de passe d'accès au portail des finances en ligne. Et tout se fait en ligne en réalité. L'inscription au régime, le changement d'adresse fiscale. Et pour faire la demande donc pour votre mari, il doit avoir l'adresse déjà au Portugal et le contrat de travail dans une de ces sociétés qui soit éligible. Donc, il aura besoin de prouver l'éligibilité aux finances. D'accord. Et ça prend longtemps pour savoir justement s'il est éligible ou pas? Alors, je vous admets que comme ça a commencé au 1er janvier, il n'y a pas encore beaucoup de cas, mais on a des clients qui sont inscrits en février et en avril, ils avaient déjà eu le retour et la réponse positive. Donc, les délais jusqu'à maintenant sont plutôt sympas. Ok. Et tu avais une question? Oui, bonjour, Alors, j'avais une question rapide. Je oui. voulais juste vous demander, en fait, euh,
Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a un, parce que là, il y a un texte de loi qui a été voté, approuvé. Est-ce qu'il y a un aléa? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a éventuellement une autre mouture qui va émerger dans le futur, ou est-ce que c'est finalement statué, c'est la version finale et on peut partir sur ce que vous avez dit sur la prochaine année, sur les 2 prochaines années? C'est déjà signé depuis le 1er janvier 2025, c'est appliqué. On a beaucoup de clients qui sont déjà éligibles et qui appliquent ce régime. Donc autant celui-ci du IFICI comme l'IRS Jeune, ça a été validé par l'antérieur gouvernement et c'est vraiment déjà législé. Donc à moins que maintenant ça change d'ici demain, mais les gens qui déménagent sur cette année, ils peuvent profiter du régime puisqu'il existe. Ok, super, merci. Parce que j'avais compris qu'il y avait éventuellement une remise en question ou une évolution de ce régime dans le futur. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou... Il y a eu une révision, on va dire, de l'ancien régime du RNH, et donc puis c'est l'IFICI qui s'applique. Après, peut-être qu'il y aura des adaptations, on va dire, dans les prochains gouvernements, mais comme même si on a déjà eu 2 fois des élections, les personnes qui sont au gouvernement et les partis sont les mêmes, donc je pense pas que tout d'un coup, là, ça va dans une autre direction. Euh, Ok, Jusqu'à super. maintenant, en tout cas, rien nous indique que ça va changer. Puisque des fois, c'est vraiment une question juste d'image au niveau de politique. L'ancien gouvernement a voulu dire on a terminé le RNH et le nouveau, il arrive avec le IFICI qui, à la fin, donne presque les mêmes avantages ou même plus. Parce que l'ancien RNH, c'était vraiment que pour les salaires, alors que le nouveau IFICI, tous les revenus, sauf les pensions, sont considérés. Donc, à la fin, pour les gens qui sont éligibles, il devient même plus avantageux que l'ancien RNH. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. Et alors, je m'excuse, mais je suis obligée donc de donner la parole aussi donc à Olivier parce que les questions deviennent trop personnelles et je vous invite évidemment donc à prendre contact par la suite avec Virginia qui pourra répondre à toutes vos questions. Olivier, je te laisse la parole. Tu as besoin de mettre une présentation à Tout à l'écran? fait. Tout à fait. Je viens d'enlever Ah, mon partage d'écran. ok, donc moi l'idée c'est de parler plutôt des points de précaution à prendre en amont de votre expatriation au Portugal. Une fois que vous êtes éligible à ce régime, si vous l'êtes, bah, il faut s'assurer du côté français de ne pas être rattrapé par le fisc français et d'être bien considéré comme résident fiscal portugais. Et quand on s'expatrie, il y a un certain nombre de points de vigilance à avoir. Donc déjà sur le plan civil, si vous êtes marié, si vous avez prévu des choses en matière de testament, mais il faut prendre un temps pour s'assurer que c'est bien les dispositions que vous avez prévues qui s'appliqueraient en cas de divorce, en cas de décès, parce que c'est pas forcément systématique. Ensuite, l'idée, c'est que pour que la France vous considère comme résident fiscal portugais, il faut couper un maximum les liens avec la France. C'est-à-dire que pour voir de quel pays vous êtes résident, on va regarder, comme l'a dit Virginia, la convention fiscale entre les deux pays. La convention fiscale, elle va regarder où est votre foyer d'habitation permanent. Donc, si vous partez au Portugal, que votre résidence principale est au Portugal et que vous n'avez plus aucun pied-à-terre en France, bah, de fait, la France va considérer que vous êtes résident fiscal portugais. Mais si vous gardez un pied-à-terre en France dont vous pouvez avoir l'usage quand vous voulez, que ce soit un bien dans lequel vous êtes propriétaire ou que ce soit un bien dont vous êtes locataire, eh bien, on va aller voir après où est le centre de vos intérêts vitaux. Où est le centre de vos intérêts vitaux? C'est de quel pays vous percevez le plus de revenus, où est-ce que vous avez la majorité de vos patrimoines, où sont vos amis, où est-ce que vous jouez au tennis le week-end, voilà. Et là, ça va être un petit peu plus poussé. Donc, une solution pour être sûr d'être considéré comme résident fiscal portugais, bah, c'est de pas garder de pied-à-terre en France. Ensuite, comme on l'a sous-entendu, c'est pas parce que vous allez partir au Portugal que la France va vous oublier et que vous n'allez plus être imposé en France du tout. Donc déjà, si vous êtes au Portugal et que vous percevez des revenus depuis la France euh, de type intérêt ou dividendes ou des revenus, des revenus du patrimoine, vous allez de toute façon avoir un prélèvement à la source en France de 12,8%. Au Portugal, vous allez être exonéré, mais en France, vous allez payer un impôt à la source sur ces revenus du patrimoine que vous distribuez. Si vous partez au Portugal, mais que vous gardez des biens immobiliers locatifs en France, les revenus que vous percevez de ces biens locatifs vont continuer d'être imposés en France. Vous allez continuer de payer des taxes foncières, vous continuez de payer l'impôt sur la fortune immobilière si vous avez un patrimoine conséquent ou autre. Par ailleurs, si vous gardez vos comptes bancaires en France, vos assurances vie, vos PEA, etc.,
Si demain la France décide de faire une taxation type impôt sur la fortune, mais sur le patrimoine non productif, comme il est question, taxer les livrets bancaires, taxer les assurances-vie, ce genre de choses, bien que vous soyez résident fiscal portugais, si vos avoirs financiers sont toujours en France, vous serez soumis à cet impôt en France. Enfin, la France peut toujours avoir un effet de nuisance sur votre patrimoine. Vous avez dû entendre parler de la loi Sapin 2, par exemple, qui permet à l'État français de bloquer les retraits sur les contrats d'assurance vie en cas de faillite d'un établissement ou de crise systémique. Bah, le fait d'être au Portugal ne vous permet pas d'échapper à ça. De la même manière, sur les droits de succession, au Portugal, il n'y a pas de droits de succession ou très peu. Souvent, on pense que si on part au Portugal, eh bien, on sera exonéré de ses droits de succession. En fait, si vous partez au Portugal, mais que vos héritiers restent en France, bien, l'ensemble de votre patrimoine portugais, français sera imposé en France aux droits de succession comme si vous étiez résident fiscal français. Et si vous êtes au Portugal, vos héritiers sont également au Portugal ou dans un autre pays où il n'y a pas de droit de succession, mais vous avez du patrimoine financier ou immobilier en France, bien la France taxera ce patrimoine situé en France. Donc s'expatrier n'exonère pas de mener des réflexions pour optimiser sa situation en termes de fiscalité successorale et en termes de placement. Généralement, les personnes qui s'expatrient vont essayer de couper au maximum les liens avec la France, essayer de placer leur argent hors de France pour éviter d'être rattrapés par des lois fiscales ou de blocage ou autres. Et l'enveloppe de placement qu'on va privilégier, c'est les contrats luxembourgeois. Que ce soit l'assurance vie ou que ce soit le contrat de capitalisation. Mais le Luxembourg a une place financière très intéressante d'un point de vue de la flexibilité, de la sécurité et de la fiscalité. Puisque, bon, sans rentrer trop dans le détail, en France, quand on a des avoirs auprès d'établissements bancaires ou assureurs, souvent votre argent rentre dans les comptes de cet établissement, et si cet établissement a des difficultés ou fait faillite, ben, il peut y avoir des difficultés pour récupérer son argent. Au Luxembourg, le système est différent. Il y a ce qu'on appelle un triangle de sécurité qui renforce la protection des épargnants en cas de crise systémique. Enfin, au Luxembourg, il n'y a pas de fiscalité propre. Donc la fiscalité de vos avoirs, elle va dépendre vraiment de votre lieu de résidence. Donc si vous êtes résident portugais, bah, c'est la fiscalité du Portugal qui va s'appliquer sur les plus-values, sur les intérêts, sur tout ce que vous percevez. Si demain vous partez en Italie ou aux États-Unis, c'est la fiscalité de ce pays qui s'appliquera. Il n'y a pas de fiscalité propre au Luxembourg. Alors que si vous avez des contrats en France, vous partez dans un autre pays, bah là, il y a une fiscalité qui reste rattaché à la France sur ces contrats. Voilà. Et enfin, d'un point de vue fiscal, sur les intérêts, les plus-values que vous pouvez faire au sein de contrats type assurance vie luxembourgeois, bah, c'est assez intéressant au Portugal parce que la fiscalité, elle est faible après 8 ans. C'est-à-dire que après 8 ans, quand on fait des retraits, qu'on matérialise des plus-values, on est imposé au taux de 11,2% sur ces gains. Ce qui est très faible, hein, ce qui est plus faible que les 28% de la flat tax entre guillemets au Portugal, que les 30% de la flat tax en France. Et c'est quelque chose qui ne dépend absolument pas du fait que vous soyez RNH dans le nouveau régime ou pas. C'est le régime de base du Portugal. Voilà, donc l'idée c'est de mener une réflexion un peu en amont de son expatriation sur les mesures d'aménagement à prendre, à la fois pour être bien considéré comme résident fiscal portugais et à la fois pour optimiser les choses en matière de placement.